m'appelle Evelyne Josh, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler de cohérence cardiaque avec Docteur Cohérence Cardiaque. J'ai nommé le docteur David O'Hare. Bonjour David. Bonjour, Evelyne. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me permettre de présenter cette cohérence cardiaque que je côtoie depuis une trentaine d'années. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Voilà. Donc, tu es médecin, David, tu as Oui, été médecin de famille pendant 30 ans, et oui. puis tu as rencontré la cohérence cardiaque. Alors, avant de commencer à décrire ce qu'est la cohérence cardiaque, parle-nous de cette rencontre qui a visiblement eu un grand impact dans ta vie, sans doute personnelle et professionnelle. Exactement. Un très grand impact d'abord personnel, puisque j'ai rencontré, je ne dis pas découvert, puisque bien entendu, ce n'est pas moi qui ai découvert ni inventé la cohérence cardiaque. Et j'ai vu les effets que je pouvais immédiatement mettre en place pour moi. Et j'ai ensuite eu envie de le partager avec mes clients, il y a plus de 25 ans, près de 30 ans. Cette cohérence cardiaque, comment l'ai-je rencontrée? Il se trouve que j'étais installé à Nîmes, en France, pendant 30 ans. Je suis, euh, et je ne suis de nationalité canadienne et anglophone. Et le docteur et David Servan-Schreiber, ami aussi, avait reçu des demandes pour traduire des documents concernant un logiciel, plutôt un prototype de logiciel qui s'appelle le FreeStreamer, il n'existe plus. Et David, il me connaissait, il a dit, je connais quelqu'un qui pourrait traduire des documents médicaux d'anglais vers le français, alors qu'il parlait parfaitement l'anglais, mais il m'a confié, et le constructeur, HeartMath, m'a confié un logiciel, ce logiciel pour la traduction. Je n'avais jamais entendu parler de cohérence cardiaque. Bien entendu, je me suis renseigné. Bien entendu, je suis allé en Californie rencontrer les constructeurs, HeartMath chez eux en Californie. Je me suis formé, je fais une première formation avec eux sur cette cohérence cardiaque qui, à l'époque, ne s'appelait pas encore cohérence cardiaque, qui s'appelait en anglais The HeartMath Solution or Paced Breathing, c'est-à-dire la respiration cadencée. J'ai immédiatement vu les intérêts qu'on pouvait en prendre dans mon domaine de la médecine générale, mais aussi de la psychothérapie dans le domaine des troubles du comportement alimentaire, parce que je suis aussi nutritionniste et un nutritionniste qui croyait moins aux résultats des contraintes et des restrictions cognitives des régimes, et je préférais aborder la, en thérapie cognitive et comportementale la gestion du poids par cela. Et j'ai immédiatement mis en clientèle sans avoir aucune notion de comment faire. Donc, je me considère souvent comme le pape de la cohérence cardiaque, le praticien autoproclamé de la cohérence cardiaque, à ne pas mélanger avec les autres choses. Donc voilà, et 30 années d'exercice, bien sûr, je ne l'ai pas eu tout dès le début de mon installation, mais au moins 20 années avec des clients. Et puis, et maintenant, depuis 25 ans maintenant, je forme, j'enseigne, je donne des conférences sur la cohérence cardiaque. J'ai publié 7 livres sur le sujet, d'autres sont en préparation, sur la pratique de la cohérence cardiaque et ses applications. Donc voilà ma rencontre tout à fait fortuite et très heureuse pour moi avec la cohérence cardiaque. Alors, si ce n'est pas toi qui as inventé la cohérence cardiaque, mais qui donc a inventé la cohérence cardiaque? Alors j'adore cette question. Elle est en toute première question à mon auditoire dans les conférences, à mes apprenants dans mes formations. Qui a inventé la cohérence cardiaque? Et c'est bien quand on est en présence parce que les doigts se lèvent et la réponse est toujours fausse, bien entendu. Et en fait, personne n'a inventé la cohérence cardiaque. Personne n'a inventé la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est le nom français que l'on donne à un état physiologique réflexe, donc automatique. Cet état physiologique est un état d'équilibre entre nos forces d'activation, nos forces qui entraînent la fuite et le combat, l'éloignement du danger, et nos forces de récupération, de restauration et de repos, qui s'appellent pour le premier le système nerveux
sympathique, celui qui fournit l'adrénaline, le cortisol pour pouvoir me défendre, m'enfuir, et le deuxième qui s'appelle le système nerveux parasympathique, qui est son antagoniste parfait et qui nous permet de récupérer et de restaurer et de relâcher, de relaxer. Et donc la cohérence cardiaque est un état d'équilibre entre ces deux systèmes. J'aime bien le comparer à un équilibre budgétaire. Vous êtes en santé financière si vos dépenses, énergie vers l'extérieur, sont équilibrées par l'énergie qui rentre, par vos ressources. Vous êtes en santé financière dans cet état d'équilibre, avec bien sûr un cash flow, bien sûr une fluctuation des entrées et des sorties, mais à la fin du mois, à la fin de la semaine, elle s'équilibre, sinon vous n'êtes plus en santé financière. Mais dans le domaine de la santé humaine, mais même de tous les animaux, parce que tous les animaux, et en particulier les vertébrés, ont ce système d'équilibre, eh bien, la cohérence cardiaque est une appellation qu'on a donnée à cet état d'équilibre. Pourquoi s'appelle-t-elle cardiaque? Et c'est la deuxième grande question que j'ai le plus souvent. On pense souvent que je suis cardiologue. Non, je ne suis pas cardiologue. Et la cohérence cardiaque concerne très peu la cardiologie. Mais en fait, ça s'appelle cohérence cardiaque. Le nom de cohérence cardio-respiratoire a aussi été appliqué et je préfère le nom de cohérence cardio-respiratoire parce qu'avec la respiration, c'est le côté respiratoire, on va entraîner une fluctuation régulière, on va modifier la fluctuation de la cohérence cardiaque entraîner une synchronisation, une cohérence entre les deux. Et c'est ça la définition de la cohérence cardiaque, c'est un état d'équilibre physiologique, mais aussi émotionnel, parce que la totalité des émotions sont véhiculées par le système nerveux autonome. Quand nous avons peur, cela stimule notre système sympathique de nous mettre en mode danger. Quand nous sommes en colère, quand il y a une menace, dès qu'il y a une perception de quelque chose qui n'est pas sécuritaire, qui n'est pas sûr pour notre santé, nous stimulons le système nerveux sympathique avec accélération de la fréquence cardiaque, accélération de la fréquence respiratoire pour avoir davantage d'oxygène et de sang et de glucose dans nos muscles pour nous déplacer. Et une fois que le danger est passé, il y a une activation naturelle et automatique de compensation, une activation du système nerveux parasympathique avec le repos, la relaxation, la détente, avec des hormones antagonistes à l'adrénaline et au cortisol, qui sont l'acétylcholine, personne n'a entendu parler, la DHEA, très peu de personnes ont entendu parler, parce qu'on connaît tous le nom de l'accélérateur et très peu de personnes connaissent le nom du frein ou des ralentisseurs. Mais c'est comme ça. Donc, voilà la définition de la cohérence cardiaque. Et c'est le grand problème de la cohérence cardiaque. C'est extrêmement simple à pratiquer. C'est simplissime. C'est même extrêmement simple en tant que professionnel de la santé, de l'accompagnement, du coaching, de l'aide, des soins, de l'enseignement dès qu'on est dans une relation d'aide, de soutien, que ce soit physique, morale, émotionnelle, psychologique ou autre, eh bien, la cohérence cardiaque a sa place. Et c'est donc assez simple à mettre en place dans une pratique professionnelle. Ce qui est le plus compliqué, c'est la réponse à la question, c'est quoi la cohérence cardiaque? Et même encore aujourd'hui, 30 années après l'avoir rencontré, eh bien, euh, j'aime pas, au cours d'un repas, par exemple. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, David? Eh bien, j'ai donné une formation de cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque? Ah, non. C'est la définition officielle. La voici. Ne prenez pas de notes parce que ça ne vous servira jamais. La cohérence cardiaque, c'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de résonance de 0,10 Hertz. J'espère que vous n'avez pas noté. Alors, allez écrire un livre, Maigrir pour la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque, une fréquence de résonance de 0,10 Hz, vous ne vendez pas un seul livre. Déjà que le mot cohérence cardiaque est compliqué, la vraie définition. C'est la seule chose vraiment compliquée dans la cohérence cardiaque. Alors, est-ce que c'est la même chose si je gagne 500 euros et que j'en dépense Ha 500, ha, ou si j'en gagne 10 000 et que j'en dépense 10 000? ha ha Et ha. quand Ben, même, j'allais plus y j'allais, venir, j'ai plus de j'allais possibilités de y dépenses. venir, mais je vais d'abord faire un préalable à ça. La cohérence cardiaque est un état physiologique réflexe
automatique et involontaire. Ça veut dire que tout le monde peut se mettre en cohérence cardiaque. Et il suffit d'avoir le déclencheur de ce réflexe, et ce réflexe est souvent déclenché par la respiration, bien entendu, mais il y a d'autres modes d'induction de la cohérence cardiaque que je n'aborderai pas parce que ça complique le message. Mais il y a un phénomène respiratoire réflexe qui déclenche l'état de cohérence cardiaque. Par contre, la cohérence cardiaque étant un état de neutralité et d'équilibre à tous les niveaux de la physiologie et même de la psychologie, on ne sent rien. Il n'y a aucun message qui est véhiculé par les émotions, c'est un état de non-émotion. Donc je ne reçois aucune perception. Nous sommes programmés à avoir les perceptions qui viennent nous renseigner si est-ce qu'il y a un danger, est-ce que le danger est fini. Mais il n'y a aucun message, heureusement, qui vient nous dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça n'existe pas. Et donc, je veux dire, c'est comme les crieurs dans les rues qui étaient avec le tambour, dormez en paix, braves gens, et en tapant sur le tambour. Ça n'existe pas. Donc, on n'a aucun moyen de savoir si on est en cohérence cardiaque ou non. C'est un peu comme en méditation, il n'y a aucun moyen physiologique de savoir qu'on est dans cet état de conscience modifié. Et donc, il n'y a aucun marqueur interne. Et c'est pour ça que les études, les publications sur la cohérence cardiaque sont assez récentes, parce qu'il a fallu attendre l'invention ou la mise au point d'un matériel pour le mettre en évidence. Et c'est pour ça qu'on me demande qui a inventé la cohérence cardiaque. Je retourne souvent la question en disant, est-ce que l'inventeur du thermomètre a inventé la fièvre? Eh bien non. L'inventeur du thermomètre n'a pas inventé la fièvre, il a juste inventé un matériel qui met en évidence la température corporelle. Mais la fièvre existait du temps des dinosaures, probablement. Est-ce que l'inventeur de la balance a inventé l'obésité? Ben non, bien entendu. L'inventeur de la balance, Gilles Robert de Perceval, euh, pas de, c'est pas ce Perceval, c'est son nom, je m'en souviens plus, et a inventé la balance, mais le poids, les gestions du poids existaient depuis toujours. Il a juste inventé. Est-ce que l'inventeur de l'électrocardiogramme, Monsieur Eindhoven, a inventé l'infarctus, les troubles du rythme cardiaque? Pas du tout. Il a juste inventé un matériel qui le met en évidence. Eh bien, c'est justement par l'observation de l'électrocardiogramme que les cardiologues et d'autres médecins se sont rendus compte qu'avec certaines fréquences respiratoires, eh bien, on modifiait de façon étrange la variation ou l'évolution de la fréquence cardiaque. Et c'est une démonstration plutôt graphique, visuelle, qui a permis de définir et surtout de comprendre cet état de cohérence cardiaque qui existait et qui a été publié dès 2000 ans avant notre ère dans le Canyon de l'Empereur jaune, mais il parlait d'un flux régulier pris au niveau du pouls, mais il n'y avait jamais eu de mise en évidence graphique de cet état de cohérence cardiaque. C'est pour ça que les premières études de cohérence cardiaque, c'est les années 50 et 60, elles ont été publiées. C'est assez récent par rapport à un état qui est présent dans l'humanité depuis 580 millions d'années. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais besoin de mettre ceci en avant. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais montrer ce que je montre dans toutes les conférences et dans toutes mes formations. Chaque fois que je veux parler de cohérence cardiaque à un public ou à quelqu'un à qui j'aimerais faire comprendre la cohérence cardiaque, c'est beaucoup plus simple, pardon, c'est beaucoup plus simple de montrer que de dire la cohérence cardiaque, c'est la fluctuation de la variabilité cardiaque. Mais déjà, il faut savoir que le cœur varie et que le cœur n'est pas régulier. C'est compliqué à expliquer. Eh bien, je vous propose de montrer une démonstration que j'ai enregistrée en live. Bien sûr, je n'ai personne à côté de moi. Vous n'êtes pas à côté de moi pour que je puisse vous en parler ou faire la démonstration. Eh bien, je vais vous montrer un enregistrement de ce qu'est, dans un premier temps, cette variabilité de la fréquence cardiaque qui, sans laquelle, ne permet pas de comprendre ce qu'est la cohérence cardiaque. Bonjour Catherine. Bonjour David. Eh bien, nous allons faire la première démonstration.
c'est la démonstration de la variabilité de la fréquence cardiaque. Le logiciel employé ici est le Heart Tracker. Je vais vous montrer quelque chose à l'écran. Et pour ce faire, je dois enregistrer votre fréquence cardiaque, le pouls. Alors nous allons utiliser du matériel très simple, un simple capteur de pouls, que je vais placer à votre oreille. C'est confortable? Parfait. Voilà, on ne s'en occupe plus. Tout se passe ici maintenant. Donc j'ai déjà créé un utilisateur pour vous, Catherine. Ouvrons le dossier. Nouvelle séance. Et aujourd'hui, nous allons regarder qu'un seul écran, cet écran-ci qui s'appelle le tachogramme. Regardons ici en bas, dans quelques secondes, vont apparaître vos battements cardiaques. C'est capté au niveau des petites artères de l'oreille. Il y a un changement de la couleur de l'oreille, c'est pour que ça s'appelle photoplétismographie. D'ailleurs, je regarde si c'est stable. Je vais déplacer un peu le capteur, juste pour être sûr d'avoir... On recommence. D'ailleurs, c'est très bien à titre pédagogique. Si la courbe n'est pas stable, il vaut mieux replacer le capteur, c'est-à-dire soit sur du tissu fibreux, soit c'est à côté d'un ancien trou de boucle d'oreille. Là, c'est parfait. Reprenons l'explication. Ici en bas, ce sont vos battements cardiaques. Chaque battement déclenche une vague. À partir de ça, le logiciel va calculer votre pouls, votre fréquence cardiaque. Et c'est en tout petit ici, je vais le lire à voix haute parce que sur les petits écrans, ça ne se verra pas bien, 67. Si je vous prenais le pouls sur une minute, nous aurions 67 battements par minute. C'est la fréquence cardiaque, c'est la définition de la fréquence cardiaque, c'est des battements par minute, le nombre de battements par minute. Mais nous allons regarder le chiffre qui est à côté. Et je vais le lire à voix haute. 74, 72, 76, 70, 69, 72. Ça, c'est le but de cette démonstration. De vous montrer que votre cœur n'est pas régulier. Il change, il accélère, ralentit en permanence. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Et dès qu'on aura arrêté cet enregistrement, je vous expliquerai ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi tous les animaux dont nous faisons partie possèdent, lorsqu'on les enregistre, un cœur qui n'est pas régulier. Il accélère et ralentit. Si nous regardons ici, là il accélère encore, et il y a une compensation. Il se met à ralentir pour avoir toujours à peu près une fréquence cardiaque moyenne qui est de l'ordre de 70. Le 70, il est là. C'est comme si on tirait un trait ici. En fait, votre cœur accélère et ralentit autour de 70. Mais si brutalement je fais un bruit, par exemple, attendons un peu, il y a quelques secondes pour que le logiciel fasse le calcul. Voilà ce qui se passe. Je suis désolé. D'habitude, je demande du calcul mental, mais là, c'est encore plus surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes mise en mode danger, en mode SOS. J'ai eu peur. C'est normal. C'est normal et heureusement que nous nous adaptons. Parce que dès qu'il y a une menace qui s'installe, eh bien, je me mets en mode fuite au combat. Et c'est pour ça que j'appelle SOS, parce que c'est le système orthosympathique, c'est le système qui fabrique de l'adrénaline. Là, il y a eu une grande bouffée d'adrénaline et elle s'est manifestée par une accélération de la fréquence cardiaque. Et instantanément, il y a un système de compensation qui s'y met en route pour petit à petit ramener votre fréquence cardiaque en une minute, même pas, en 30 secondes, à votre fréquence cardiaque moyenne 70 du départ. C'est le but de cet enregistrement, c'est de vous montrer que votre fréquence cardiaque varie, elle fluctue, le cœur accélère et ralentit. Là, vous êtes revenu exactement au même niveau que tout à l'heure. C'est d'ailleurs des fluctuations calmes. Et même si vous dormez, même si vous ne prêtez pas attention à la respiration, même si vous ne prêtez attention à rien, nous avons en permanence cette accélération, ce ralentissement. C'est ce que je voulais vous montrer. On va laisser défiler un petit peu, et là je vous promets, je ne vous stresse plus, parce que parfois même en prononçant le mot Catherine, ou en mettant un genre de point d'interrogation, en général il y a une petite stimulation sympathique, juste mise en attention, qu'est-ce qu'il va encore faire maintenant? Et là ça ne s'est pas produit, parce que l'environnement est quand même bienveillant et plutôt calme. On laisse dérouler un petit peu, parce qu'il y a quelque chose que nous regarderons par la suite. Je vais même amplifier un peu l'amplitude là.
pour montrer que c'est comme s'il y avait une certaine zone dans laquelle vous fluctuez, en dehors de toute menace. La menace était auparavant. Je laisse défiler encore. En tout, cet enregistrement de démonstration, et ça je le dis pour les personnes qui suivent ce cours, dure entre 3 et 5 minutes. Là, nous sommes à 4 minutes. Je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter la séance. Nous allons regarder la séance avec quelques explications. Je n'ai pas besoin de tous ces écrans pour le moment. Donc voilà, 4 minutes. Ici, c'est lorsque j'ai tapé sur la table. Mais en dehors de cet événement, vous voyez que votre cœur a fluctué, accéléré, ralenti, accéléré, ralenti. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'installation. Il y a eu un peu de stress, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, petit à petit, votre fréquence cardiaque a augmenté pour fluctuer autour de 70. Et si nous regardons ici, la fréquence cardiaque moyenne de tout l'enregistrement a été d'environ 70. Ne regardez pas les autres informations ici, ça ne correspond pas à ce que nous venons de faire, c'est pour un exercice particulier. 4 minutes et demie, votre cœur a fluctué autour de 70. Un événement, et c'est normal, vous vous êtes mis en mode surprise, en mode attention, attention, danger, vous préparez de l'énergie pour la fuite et les combats. Voilà la démonstration, la première démonstration de toute consultation, de toute conférence, de tout enseignement de la cohérence cardiaque passe par une démonstration d'une durée inférieure à 5 minutes où on montre à la personne qui n'en est pas conscient de cette notion de variabilité de la fréquence cardiaque. Dans cet enregistrement, nous avons vu qu'à l'état naturel, chez vous, chez moi, chez nous tous, à l'état naturel, la fréquence cardiaque fluctue, accélère, ralentit, accélère, ralentit, accélère, ralentit, autour de la moyenne. C'est ce qu'on a vu dans l'enregistrement. Même au repos, même quand on dort, 24 heures sur 24, 365 jours par an, le cœur accélère, ralentit, accélère en permanence. C'est tout simplement la transcription graphique visuelle sur un écran des différentes fréquences cardiaques, 60, 70, 80, 90, 100, et on voit que le cœur accélère, ralentit, parce qu'en permanence, mon système nerveux autonome, mon système d'adaptation à l'environnement est en veille en permanence, et s'il perçoit un bruit, une pensée, un rêve, n'importe quoi n'importe quelle perception qu'il juge surprenante, dangereuse, accélération de la fréquence cardiaque, réévaluation, ralentissement. Et c'est exactement ce que nous voyons sur cette courbe, les accélérations, les ralentissements, les accélérations. Et à l'état normal, cette succession d'accélération et de ralentissement est irrégulière et chaotique. Et c'est tout à fait normal et c'est souhaitable parce que l'environnement est irrégulier, l'environnement est chaotique. Mais mon adaptation doit être correspondant à cet environnement. Imaginez que vous vouliez partir d'ici, je suis à Nîmes et aller à Paris, je ne vais pas bloquer le régulateur de vitesse de ma voiture à 70 km/h. Ce ne serait pas prudent et ce ne serait pas adaptable. Donc, heureusement qu'on a un système qui accélère, qui ralentit pour nous adapter aux aléas de la route, aux aléas de ce que nous vivons. Donc ça, c'était cette notion de variabilité de la fréquence cardiaque qui est essentielle à connaître pour comprendre ce qu'est la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est l'état normal. C'est l'état normal de fonctionnement dans la vie de tous les jours. Et maintenant, nous allons voir un deuxième enregistrement où la seule chose que nous allons changer, c'est de modifier la fréquence respiratoire de la personne. Voyons maintenant la démonstration de la cohérence cardiaque. Nous allons faire un autre enregistrement. Nous allons faire exactement comme tout à l'heure. Je ne taperai pas sur la table cette fois-ci. Je ne ferai rien pour vous stresser. Et la seule chose qui va changer dans cet enregistrement, je vais vous imposer une fréquence respiratoire. Cette fréquence respiratoire sera imposée par un guide respiratoire. C'est une bille ici qui va monter et qui va descendre. Je vais le faire en même temps que vous. Nous allons inspirer lorsque la bille monte. Nous allons souffler lorsque la bille descend.
Je vous replace le capteur à l'oreille. Ça va, c'est confortable? Parfait. Je vous donne un peu de mots. Nouvelle séance. Alors, est-ce que je souffle avec la bouche ouverte ou fermée? Vous faites ce qui est le plus D'accord. confortable pour vous. La séance a démarré. Je ferme les écrans dont je n'ai pas besoin en appuyant ici. Et je montre à nouveau, ça, c'est vos battements cardiaques enregistrés au niveau de l'oreille. À partir de ça, le logiciel calcule la fréquence, etc. Je vais mettre le guide respiratoire, afficher le métronome, et d'emblée, on va y aller. On va inspirer. Alors c'est normal que la bise saccade un peu, c'est pas grave. Et on souffle. Inspirez. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et on souffle. On souffle pendant 5 secondes. Et on inspire pendant 5 secondes. Inspirez. On souffle. Et on va faire ça pendant une dizaine de respirations. C'est-à-dire environ 1 minute et demie. On souffle. On inspire jusqu'en haut. On souffle. On inspire. 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 Et là, continuez comme ça, mais je vais vous montrer quelque chose. Entre ici et là, il s'est passé 1 minute, de 0 minute 30 à 1 minute 30. Et si on compte les vagues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a exactement 6 vagues en 1 minute. Je vais arrêter l'enregistrement, ça va nous permettre de parler. Arrêter la séance. Oui. On va voir ce que nous venons d'enregistrer. Là, je ferme les écrans qui ne nous servent pas. Et voilà ce qu'est devenu la courbe. C'est ce qui s'appelle une courbe périodique, c'est-à-dire l'intervalle qui sépare chaque accélération de la fréquence cardiaque et ralentissement est égal. Et si on pouvait le mesurer, c'est exactement 10 secondes. Regardons ce que nous avons fait auparavant à la même échelle. Ici, nous avons une fluctuation beaucoup plus chaotique, beaucoup plus irrégulière. Ça, c'est parce que dans cet enregistrement, votre système nerveux autonome, le système de commande générale automatique et involontaire, est calé sur l'environnement, prêtez attention sur ce qui se passe autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous, les émotions, les pensées, etc. Bien sûr, il y a une menace. Et comme l'environnement est irrégulier et chaotique, eh bien l'adaptation à cet environnement est irrégulière et chaotique. Lorsqu'on se met en cohérence cardiaque, parce que cette courbe est une courbe de cohérence cardiaque, la courbe, c'est comme si on débranchait le système nerveux autonome. C'est comme si on déconnectait de l'environnement le temps de l'enregistrement. C'est-à-dire, on enlève ce contrôle automatique pour imposer une fluctuation régulière et périodique. Je vais vous débrancher, c'est plus confortable. La définition de la cohérence cardiaque, et nous le verrons plus tard hors logiciel, c'est une fluctuation périodique de la fréquence cardiaque. Une fluctuation périodique, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes de la fréquence cardiaque. La définition de la cohérence cardiaque, c'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à l'état naturel, à l'état de la vie de tous les jours, quand on dort, quand on prête attention ou non. La fluctuation n'est pas périodique, elle est adaptative à l'environnement. Voilà la démonstration de cohérence cardiaque qui en tout, vous voyez, a pris 2 minutes. Donc on peut faire les 2 enregistrements, chaos, variété cardiaque et la courbe chaotique,
Les explications, la cohérence cardiaque, la totalité des 2 enregistrements, c'est en général moins de 5-6 minutes. Voilà pour cet enregistrement. Merci beaucoup. Nous venons de voir la démonstration dans les mêmes conditions, le même jour, à la même heure, avec la même personne, une modification totale de sa courbe à l'écran. Et si on fait un dessin, par exemple en prenant une fréquence cardiaque moyenne de 70 battements par minute, parce qu'ici, ce sont les battements par minute, ici, c'est les temps en secondes et en minutes, eh bien, on voit que la courbe, et encore, je dessine moins bien ce qu'elle est vraiment à l'écran, a une courbe, ce qu'on appelle périodique. Donc, les intervalles de chaque accélération, ralentissement de la fréquence cardiaque sont égaux. Et il se trouve qu'ils sont égaux à 10 secondes de durée de période. C'est la définition d'une courbe périodique. Si vous vous rappelez un tout petit peu la définition que je vous ai donnée de la cohérence cardiaque, elle est là, la définition. Elle est graphique parce que la découverte de la cohérence cardiaque a été basée sur un enregistrement, sur des enregistrements de l'évolution, de la variabilité de la fréquence cardiaque. La définition, c'est la cohérence cardiaque, c'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque. Et puisque nous respirons à 10, sur un cycle de 10 secondes, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, c'est exactement ce que j'ai demandé à Catherine qui était présente pour de faire. Chaque fois que quelqu'un va respirer avec un cycle de 10 secondes, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, eh bien, il va y avoir de façon automatique et réflexe l'installation de cet état de cohérence cardiaque dans les 10 à 20 secondes qui suivent, puisque c'est un réflexe. C'était beaucoup plus simple de montrer que d'essayer d'expliquer. Et là, on va revenir à ta question. Prenons cet exemple de la métaphore financière. Nous sommes en santé financière si nos dépenses sont équilibrées par nos recettes, par nos ressources. Mais prenons le cas de quelqu'un qui dépenserait 500 euros par mois, qui gagnerait 500 par mois, il est en santé financière. Il n'a pas de découvert, il n'est pas en faillite. Par contre, il n'y a pas une très grande capacité d'adaptation, un très grand cash flow, une très grande capacité d'évoluer entre les dépenses et les recettes. Prenons quelqu'un d'autre. Je ne vais pas aller jusqu'où tu as dit tout à l'heure, mais quand même, ça s'applique aussi. Prenons 5000, 5000. Équilibre. La personne qui dépense 5000 parce qu'il gagne 5000, ou qui gagne 5000, ça lui permet de dépenser 5000. C'est pareil, c'est un équilibre. Par contre, il a une beaucoup plus grande capacité d'adaptation. Eh bien, nous avons exactement la même chose dans la santé humaine. Nous reprenons un enregistrement fictif à l'état naturel. Quelqu'un qui, dans la vraie vie, accélère, ralentit, accélère, ralentit, accélère, ralentit en fonction du temps. Eh bien, on a le moyen d'estimer les dépenses et les ressources. Les dépenses, c'est quand ils dépensent, les ressources, c'est quand ils restaurent. Et donc, on a les moyens de calculer, d'estimer cette amplitude. Ça fait l'amplitude de la variété cardiaque, ça va être l'amplitude moyenne de vos dépenses, de l'équilibre cash flow entre dépenses et recettes. Eh bien, ça, dans le domaine de la santé, c'est un marqueur de santé. Quelqu'un qui a une grande amplitude, c'est comme quelqu'un qui a une grande cash flow financier, a une grande meilleure santé que quelqu'un qui a une petite amplitude, qui a un petit cash flow de santé. Ça va correspondre probablement ici, ça va probablement correspondre à quelqu'un 500-500, mais admettons qu'il y a quelqu'un qui fluctue comme ça va correspondre à quelqu'un le 5000-5000. Et je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Eh bien, la pratique de la cohérence cardiaque entraîne, en entraînant un équilibre entre les dépenses et les recettes et les ressources, petit à petit va renforcer notre système nerveux autonome, va le rendre plus efficace,
plus actif et petit à petit, notre amplitude va augmenter. Petit à petit, cette amplitude va augmenter. Et nous avons ainsi le moyen d'évaluer, de mesurer si ce que je fais avec mon patient, mon client, lui est favorable ou non. Et d'ailleurs, ça s'applique à toutes les professions. Il suffit de faire un enregistrement. On a un marqueur qui nous dit si ce que j'ai entrepris avec lui, que ce soit la psychothérapie, que ce soit la thérapie manuelle, que ce soit un traitement, que ce soit de la naturopathie, des séances de sophrologie ou de cohérence cardiaque, eh bien, on a le résultat. Donc ça, c'est un côté extrêmement intéressant de l'utilisation de ce matériel qui n'est pas très complexe, c'est le premier que j'ai utilisé, c'était ça. Et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à la cohérence cardiaque. Donc la pratique régulière de la cohérence cardiaque entraîne une augmentation de l'amplitude de la variété cardiaque. C'est en fait entraîne une amélioration de l'équilibre. Parce qu'il faut savoir que toute maladie, toute pathologie est toujours, à 100% des cas, causée ou associée à un déséquilibre du système nerveux autonome. Trop de sympathique, c'est 80% de la population de médecine générale, c'est dû au stress. Le stress entraîne une sécrétion exagérée, accrue de cortisol, qui est l'hormone du stress, et c'est pour notre bien, c'est pour pouvoir nous défendre, pour que je puisse m'enfuir. Mais en fait, dans certains cas, ça finit par user, ça finit par nous épuiser nos capacités d'adaptation. Et puis, il y a aussi des déséquilibres de l'autre côté, c'est 20%. Il y a des personnes qui sont trop du côté repos, repli sur soi. Je pense à la dépression, je pense à certaines maladies, je pense à la grande fatigue, je pense au vieillissement. Et d'ailleurs, l'amplitude de la variété cardiaque est directement liée à l'âge. On peut presque, en faisant un enregistrement tel que nous l'avons montré tout à l'heure, estimer grossièrement, en dehors de toute pathologie, l'âge de quelqu'un. Parce que nous perdons, à partir de la puberté, nous perdons à peu près 3% d'amplitude en moins par année. C'est-à-dire nous nous perdons de la capacité d'adaptation tous les ans. C'est comme si à, à, la, à 10-15 ans, vous aviez un capital énorme, puis tous les ans, vous en perdiez 3%. Et c'est-à-dire, tous les ans, vous allez pouvoir dépenser 3% de moins. Mais non, vous allez continuer à dépenser, donc on se retrouve en faillite. Et c'est exactement le burn-out, c'est exactement cet épuisement que l'on peut observer quand il y a trop eu de stress. Et c'est l'indication numéro un, c'est véritablement cette pratique de la cohérence cardiaque. Par contre, une séance de cohérence cardiaque ne va pas avoir une durée très longue. C'est quelques heures, 3-4 heures. Si on prend ce qui est mesurable, et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment mesurables. Un simple questionnaire n'est pas suffisant. Il faut pouvoir mesurer pour euh, avoir des chiffres dessus. Mais qu'est-ce qu'on mesure? Le cortisol. C'est la première chose qu'on a mesurée. Le cortisol, c'est un indice, un index de stress. C'est comparé à l'âge, bien entendu. On mesure le cortisol, c'est un marqueur de stress. Bien, la cohérence cardiaque, la pratique de la cohérence cardiaque abaisse le niveau de cohérence cardiaque, le niveau de cortisol, pardon, de l'ordre de 20 à 30%. Mais ça ne dure pas longtemps. Une séance, ça dure 3-4 heures. On a pu le voir ça avec les mesures. On a autre chose qu'on peut mesurer chez les hypertendus, c'est la pression artérielle. Chez un hypertendu, 80% des hypertensions artérielles sont d'origine stress. C'est ce qu'on appelle un tonus sympathique vasculaire, c'est-à-dire un resserrement dû au stress des vaisseaux, des artères. Ils entraînent une hypertension parce que quand on serre un tuyau, eh bien la pression monte dedans. Et donc, les hypertendus qui pratiquent la cohérence cardiaque ont une réduction significative de leur hypertension après une séance, mais ça dure que quelques heures. On peut le mesurer aussi sur la DHEA, qui est l'antagoniste du cortisol, la déhydroépiandrostérone, qu'on appelle aussi l'hormone de jouvence, l'hormone de jeunesse, parce qu'il y en a beaucoup plus chez les jeunes que chez les personnes plus âgées, parce que cette hormone est âge dépendante, c'est l'une des deux seules hormones âge dépendantes, c'est-à-dire on en perd tous les ans. Et c'est à cause de ça que nous perdons de la cohérence, de l'amplitude de la variété cardiaque tous les ans, parce que l'hormone du repos, de la relaxation, du sommeil euh, décroît en vieillissant. Et donc, la cohérence cardiaque peut augmenter le taux
de DHA de 50% par une simple pratique respiratoire. Mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, on estime 3 4 heures l'effet d'une séance. Donc, la raison, donc ce qui explique, si on veut avoir des effets à moyen et à long terme, la seule façon de faire, c'est de pratiquer souvent. Et comme ça dure à peu près 4 heures, et encore 4 heures, ce n'est pas tout à fait ça, ça dure à peu près 4 heures, ben, l'idéal c'est de faire une session le matin, une session au milieu de journée, une session dans l'après-midi, et éventuellement une autre le soir, surtout s'il y a des troubles du sommeil. Il faut que la session dure suffisamment longtemps pour avoir des effets. On a des effets à partir de 3 minutes, mais à 5 minutes, on est certain d'avoir les effets. Et là, je viens de vous donner les explications de la méthode qui sert de référence aujourd'hui à la pratique régulière de la cohérence cardiaque, qui s'appelle la méthode du 3-6-5, que j'ai mise au point comme simple moyen mnémotechnique au départ, 3 fois par jour pour couvrir la journée. 6 respirations par minute, parce que ça ne fonctionne qu'à cette fréquence-là. C'est-à-dire, si vous respirez plus lentement, l'amplitude n'augmente pas. Si vous respirez plus vite, l'amplitude n'augmente pas. C'est une fréquence de résonance, c'est comme une balançoire qui a sa propre fréquence. Vous ne pouvez la pousser qu'au moment où elle revient. Vous ne pouvez pas pousser plus vite ou plus lentement. Mais le système nerveux autonome a une fréquence de résonance de 6 par minute. Et si on le met dans l'unité officielle des fréquences de physique, c'est des Hertz, c'est 0,10 Hertz. Et c'est-à-dire, si on veut entraîner à son maximum le système nerveux autonome, eh bien, il faut souffler, expirer à cette fréquence pour faire partir la balançoire et qu'elle revienne et que son mouvement soit à l'apogée, soit le plus grand possible. Ça, c'est 6 par minute, pendant 5 minutes. Et ça fait 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. C'est la recette minimale, mais optimale, pour obtenir des résultats. Je propose et je recommande une 4e séance le soir s'il y a des troubles du sommeil. Dans ce cas, on rajoute une session pour le soir. Parce que normalement, chez les personnes qui n'ont pas de troubles du sommeil, euh, il n'est pas nécessaire de mettre une séance le soir. Parce que la nuit, il n'y a pas de cortisol chez les gens qui n'ont pas de troubles du sommeil. Il y a du cortisol la nuit chez les gens qui ont des troubles d'endormissement, parce qu'il reste du cortisol dans la journée, avec le ruminement, le ressassement, avec les pensées, les soucis qui viennent la nuit, eh bien, ça entraîne comme encore des soucis, ça entraîne du stress la nuit et ça empêche de dormir. Le cortisol, c'est l'hormone du combattant pour la fuite et le combat. Et donc, on ne peut pas dormir quand on est de garde. Et c'est-à-dire, le cortisol nous empêche de dormir. Donc voilà très rapidement dit ce qu'est la cohérence cardiaque. On parle de la variabilité de la fréquence cardiaque. Nous avons tous un cœur qui est irrégulier. Et ce n'est pas pathologique, au contraire, c'est très physiologique et c'est ce qui lui a permis à l'espèce de survivre depuis ces 500 et quelques millions d'années. Et même Bien, d'après ce que tu dis, c'est plus il est irrégulier et mieux c'est. plus il est irrégulier et mieux c'est. Plus vos dépenses entrent et sortent, l'argent entre et sort, mieux c'est. Et c'est ça. Et c'est ce qui fait aussi un certain paradoxe. Dans l'enseignement de la cohérence cardiaque, il y a des choses qui paraissent contre-intuitives. Mais dès qu'on comprend, dès qu'on a vu, tout est clair. Tout est clair et c'est très simple. Et c'est d'ailleurs pour cela que je recommande à tous les professionnels, quels qu'ils soient, dans les métiers que j'ai évoqués tout à l'heure, dès qu'il y a une relation d'aide et de soutien, eh bien, on, presque on a le devoir de proposer la cohérence cardiaque, d'abord au cours de notre entretien, consultation, session, mais de le proposer à pratiquer à la maison. Je pense que dans notre domaine, dans la mesure où nous sommes des professionnels de la santé, du mieux-être, ben c'est de ne pas le proposer, c'est presque une faute professionnelle pour moi. Et donc, on a quand même besoin d'une formation de base, même si le sujet est simple, parce il va falloir savoir comment expliquer tout cela et comment le montrer, quelles sont les différentes choses à faire, comment le montrer. Si on a un logiciel de cohérence cardiaque, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a un matériel pour montrer et expliquer. C'est un matériel, on s'assoit à côté de la personne et dit, voilà, je vous mets un petit capteur à l'oreille ou au doigt. Maintenant, la plupart sont au doigt. Là, maintenant, je regardais si j'en ai un, mais je n'en ai pas à côté. Ils sont au doigt. C'est un oxymètre hein, qu'on utilise maintenant. On le met au doigt. Regardez ce qui se passe. Votre cœur n'est pas régulier.
personne ne le sait. Mais c'est normal, il faut expliquer pourquoi c'est normal. Et puis maintenant, vous allez respirer en inspirant pendant 5 secondes, en soufflant pendant 5 secondes, c'est-à-dire on va équilibrer l'inspiration et l'expiration, c'est-à-dire on va équilibrer l'activation, la stimulation du système nerveux autonome et équilibrer les deux branches, 5, 5, et l'équilibre va s'installer, la courbe va devenir périodique, et comme on pousse la balançoire du système nerveux autonome à sa fréquence d'oscillation de résonance, eh bien, on va avoir une oscillation maximale. Et cet entraînement à l'oscillation maximale, répété plusieurs fois par jour pendant un minimum de 5 minutes, entraîne petit à petit une augmentation très régulière de notre amplitude de la variété cardiaque de repos habituel. Et voilà, donc on peut résumer comme ça. Et Après les applications, oui, vas-y. oui, quels sont les effets à long terme? Puisque tu dis bah, ça Ah, dure pas très longtemps, ça dure à peu près 4 alors, heures. les effets à long Tu terme. Alors, dis que à long ça terme, ce dure un qui a an. été mesuré et publié, parce que je ne me base que sur du publiable. Un, la baisse du cortisol. C'est-à-dire, ça c'est le numéro un. Et surtout, et encore mieux peut-être, ce qu'on appelle le rapport cortisol sur DHEA, c'est-à-dire la comparaison entre, ma feuille de salaire et mon relevé de carte bancaire. Je veux dire, quelqu'un qui dépense 7 000 € par mois, je ne peux pas dire qu'il est dépensier. S'il gagne 15 000, il est plutôt économe. S'il gagne 500, il est dépensier. Donc on ne peut pas dire que le cortisol à telle mesure, c'est dangereux. Ben, un sportif de haut niveau, il a un gros cortisol au début de compétition, mais il a un énorme système de ressources qu'il a mis en place avec ses entraînements. Donc on a besoin des deux. Et ça existe. Ça existe. Ça existait en prise de sang. Le cortisol et la DHA, on faisait le rapport cortisol sur DHA, et maintenant on utilise des bandelettes salivaires qui mesurent le cortisol et la DHA et fait le rapport entre les deux. C'est l'équilibre. L'équilibre, donc il faut ce rapport à l'équilibre, et puis le plus haut possible pour chacun des deux. Le cortisol n'est pas l'ennemi. Le cortisol, c'est ce qui va me permettre de courir très vite ou de frapper très fort. Et, et c'est ce qu'on perd un petit peu tous les ans, on perd les capacités de s'adaptation. Donc en numéro un, c'est vraiment les effets les plus importants, c'est sur la réduction du stress perçu de cet état de stress. Parce que cet état de stress va déclencher énormément de pathologies. Et là, on est dans le domaine de la médecine et de la pathologie. On a parlé de l'hypertension artérielle, c'en est un. On a parlé le risque des accidents cardiovasculaires, c'en est un autre. Parce qu'il faut aussi savoir que lorsqu'on est stressé, on a 200, 300 effets physiologiques, je ne vais pas tous les passer en revue, mais lorsqu'on est stressé, que le système nerveux sympathique est stimulé, et il entraîne une vasoconstriction, un serrement des vaisseaux. Et c'est pour nous aider, c'est pour envoyer plus de sang aux extrémités, avec plus de pression, plus de sang aux extrémités. Donc, il va entraîner une vasoconstriction des artères. La vasoconstriction entraîne une hyperpression, une hypertension. Et si cette vasoconstriction est permanente, ce qu'on appelle le tonus sympathique vasculaire, c'est ce qui est présent chez 80% des hypertendus, c'est tout simplement, il y a un message, danger, 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 toute la journée. Deuxièmement, notre programmation date du temps des dinosaures, date du temps de l'apparition des vertébrés, c'est-à-dire les premiers vertébrés, c'est 500 millions d'années, un peu plus, la moelle épinière, et c'est ce qui fait l'équilibre. Dans la moelle épinière, il y a le système sympathique, je simplifie pour les puristes de façon extrême, extrême, mais c'est ça. Le sympathique est arrivé avec les vertèbres. Donc le système a double commande. Et, et il faut savoir que quand il y a une menace à l'époque, les premiers vertébrés, quand il y avait une menace, j'allais saigner, j'allais être griffé, coupé, mordu, lacéré, etc. Donc, il était important, on mourait d'hémorragie dans les guerres du Moyen Âge, par exemple, on mourait d'hémorragie. Les flèches, tout ça, ça faisait saigner. Donc, on a une programmation ancestrale de quand je suis stressé, ben mais mon sang coagule plus facilement. Et donc, ben, c'est pour me sauver la vie, parce que ça va m'éviter de saigner. Le problème, c'est que les stresseurs d'aujourd'hui ne font pas stresser.
Si je suis en retard pour le travail, je ne vais pas saigner. Si, si euh, je suis dans une situation difficile à la maison, je ne vais pas saigner. Et donc, nous ne saignons plus. Mais par contre, nous continuons à avoir cette hypercoagulabilité. Et donc, qu'est-ce qui est le résultat d'une vasoconstriction, si c'est les artères coronariennes, d'une hypercoagulabilité, même si c'est juste un problème où je suis en retard tout le temps et je suis stressé, ben c'est l'infarctus du myocarde. Si c'est au niveau périphérique, au niveau cérébral, c'est l'accident vasculaire cérébral, vasoconstriction, caillot et ça bouge. Ça, c'est les deux. Dans le domaine de la cardiologie, la cohérence cardiaque est extraordinaire pour ça. Puis ensuite, on a dans d'autres domaines des pathologies chroniques qui ont été publiées, c'est dans le diabète. Il faut savoir que le diabète est un déséquilibre de la régulation du glucose, le sucre, un déséquilibre, et le stress est extrêmement présent parce que l'insuline, qui est l'hormone qui gère les entrées et les sorties de sucre des cellules, le stockage, déstockage du sucre qui est stocké sous forme de triglycérides, sous forme de graisse, passe par l'insuline, mais l'insuline est directement sous le contrôle du cortisol. Et donc, le diabète et la plupart des pathologies chroniques, les pathologies inflammatoires chroniques et toutes ces pathologies modernes qui sont l'hyperréactivité, l'hypersensibilité, sclérose en plaques, la fibromyalgie, toutes ces pathologies dont on ne parlait pas tant que ça il y a 30 ou 40 ans, 30 ou 40 ans, les allergies, les hypersensibilités, euh, les hyperactivités même alimentaires, eh bien, c'est toujours un déséquilibre, là, un déséquilibre du côté parasympathique, inflammation. Et la cohérence cardiaque en hormones neutres, je ne vais pas dire que c'est le traitement, je ne fais jamais d'allégation thérapeutique, je ne vais jamais dire que la cohérence cardiaque, c'est le traitement de l'hypertension artérielle, c'est le traitement de la fibromyalgie, mais dans ces pathologies-là, de déséquilibre chronique, la cohérence cardiaque est extrêmement utile et nous avons des dizaines d'études pour le prouver. Ensuite, au point de vue social, et ça c'est intéressant, la- le système parasympathique entraîne aussi la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Alors l'ocytocine, son petit nom, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Parce que c'est ce qui nous fait favoriser le rapprochement familial, social, donner envie de soigner, de s'occuper d'eux. Et en anglais, j'aime beaucoup le mot care, parce que to care for, c'est avoir envie de soigner, mais aussi de m'occuper d'eux. Donc il y a les deux sens, il y a le sens de soin et le sens de prendre soin de quelqu'un et avec une certaine bienveillance. Donc c'est soigner, prendre soin avec bienveillance. J'adore ce mot qui n'a pas l'équivalent exact. Et l'ocytocine favorise les relations interpersonnelles. D'ailleurs, l'ocytocine, c'est une hormone parasympathique et les hormones parasympathiques relâchent les muscles du mouvement, entraînent une relaxation des muscles rouges, les muscles striés, les muscles du mouvement. Mais le parasympathique stimule les muscles blancs, les muscles lisses, les viscères. La digestion, c'est de la restauration, c'est de la réparation, c'est la reconstitution. La digestion, la reproduction, les éliminations, la vessie, la reproduction, je vais parler de l'utérus, stimule. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, en fin de grossesse, l'accouchement est déclenché par une bouffée d'ocytocine qui va entraîner une stimulation de l'utérus. Et le lendemain, cette bouffée d'ocytocine va déclencher au niveau des glandes mammaires la lactation. Et en même temps, associé à cet événement physiologique, des événements sociaux de rapprochement, d'envers de soigner, de prendre soin de ce petit bébé. Et donc, on a cette sécrétion d'ocytocine qui est extraordinaire parce qu'elle aussi, elle est augmentée par la pratique régulière de la cohérence cardiaque. Et c'est pour ça que je crois qu'en tant que professionnel de l'accompagnement, je veux dire, en tant qu'aidant, dans tous les sens, la mise en place de la cohérence cardiaque dans nos consultations, dans nos entretiens, est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a un article, je dis article parce que j'ai publié là-dessus ce matin justement sur LinkedIn sur l'utilisation de ce que j'appelle la respiration synchrone. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas vraiment envie de mettre en place la cohérence cardiaque, faute de temps dans votre clientèle,
il y a une chose que vous pouvez faire, une respiration synchrone. Chaque fois que vous allez accueillir quelqu'un, et la première fois que vous allez accueillir, vous savez, vous avez pris rendez-vous avec moi pour ceci ou pour cela, ma pratique, vous estimez que je peux vous être utile, et j'espère que oui. Mais moi, j'ai l'habitude de commencer toutes mes consultations par une synchronisation de nos respirations. C'est un peu comme dans ces films d'espionnage avant, en noir et blanc, où les montres n'étaient pas automatiques. Ils disaient avant l'intervention, les espions, messieurs, synchronisons nos montres. Mais on va faire la même chose, c'est-à-dire on va synchroniser nos systèmes. Ça ne demande pas 5 minutes. Moi, j'aime bien 10 respirations, c'est 1 minute 40 à peu près, 1 minute et demie. On va faire, on va respirer ensemble. Je vais inspirer, je le fais en même temps, je vais souffler, et vous allez inspirer avec moi, souffler avec moi. 10 respirations. Et on peut ça, et vous passez ensuite à votre séance, votre pratique, à votre consultation, mais vous démarrez votre toute pratique comme ça, et vous prévenez que vous allez le faire la première fois. Et ça a transformé. Quand je dis que ça a transformé ma vie familiale, personnelle, ça l'a fait parce que la cohérence cardiaque est arrivée à un moment extrêmement difficile dans ma vie personnelle, mais la cohérence cardiaque est aussi arrivée dans ma vie professionnelle, d'instaurer cette respiration synchrone en début de consultation, pas une seule fois, jamais quelqu'un a remis en question et dit je n'ai pas envie. Ce n'est jamais arrivé. Bien sûr, il faut dire respire avec moi. J'ai l'habitude de commencer toutes mes consultations et ça modifie totalement le climat de la consultation à 3 niveaux. Ça vous protège, c'est-à-dire ça va vous entourer de cette que j'appelle protection d'un lieu sûr. Ça va vous mettre dans ce lieu sûr de protection par rapport à ce qui va sortir pendant cette consultation. Nous sommes, moi en tant que médecin, puis surtout en psychothérapie, on reçoit des, des messages extrêmement chargés émotionnellement toute la journée. On a 20-30 consultations par jour, c'est 20-30 histoires, mais terribles. Et on les reçoit. Et donc, en faisant 20-30 protections avant de commencer, j'ai déjà cette bulle, et avec mes patients, je parle d'une bulle de protection. Mais aussi, bon, repartir au neutre, arriver au neutre, arriver dans une zone émotionnellement, physiologiquement neutre. Et puis, ça va changer quelque chose à l'alliance thérapeutique entre vous deux, entre vous et le client, le patient. Et ça change tout, en grande partie avec cette ocytocine. C'est-à-dire, il est presque impossible d'avoir un sentiment d'hostilité, mais tout simplement d'ouverture, de non-jugement, d'être présent dans le ici et maintenant, dans la simplicité, la neutralité, la sérénité pour commencer. Et puis, petit supplément, petite cerise sur le gâteau. Je vous ai dit tout à l'heure que la pratique de base de la cohérence cardiaque, c'est au minimum 15 minutes par jour, 3 fois par jour, si elles sont par minute pendant 5 minutes. Ben, admettons que vous ayez 20 consultations dans la journée et que si vous faites 1 minute et demie avec chacun, vous ajoutez 30 minutes à votre compte courant de cohérence cardiaque pour la journée, le CCCC. Vous ajoutez 30 minutes. Et ça, vous allez multiplier par 3 les bénéfices, cette impression de calme et de sérénité. Et puis, on est nettement moins fatigué à la fin de la journée. Donc, s'il y a une chose à garder après cet entretien que nous avons ici maintenant, d'abord, mettre en place une pratique personnelle pour la cohérence cardiaque et ne dites pas que ça ne marche pas avant 3 4 semaines. Les résultats ne sont pas immédiats. Ce sont des résultats qu'on ne ressent pas immédiatement. On ressent parfois un certain sentiment de relâchement, c'est tout simplement parce qu'on était stressé après, on est revenu au neutre pendant, il y a ce qu'on appelle une relaxation relative. Mais quelqu'un qui n'est pas stressé, il ne va rien sentir à la fin de la séance de cohérence cardiaque. Donc, c'est avec l'ajout de 3 4 semaines, on va avoir des résultats là où on est déséquilibré. Si on dormait mal, on dort mieux. Et lorsqu'on a fait, au début de la mise en place de la cohérence cardiaque en France, on avait créé un groupe
amicale de recherche. On se retrouvait 2 fois par an à Paris pour parler de nos résultats et mettre en place des pseudo-études parmi nos clients. Le premier résultat après la première constatation, quand les personnes reviennent un mois plus tard, la première chose qu'ils disent, je dors mieux. C'est vraiment au niveau du sommeil qu'un marqueur extraordinaire. Je dors mieux. Et puis ensuite, d'un point de vue plutôt émotionnel, j'ai une impression de lâcher prise ou de prise de distance. Ça arrivait en numéro un des questions ouvertes dans nos questionnaires que nous remettions à nos patients. Et donc, ça permet d'avoir cet état de sérénité, d'être moins fatigué tout au long de la journée. Donc, s'il y a une chose à garder, vous mettez en place une pratique personnelle de cohérence cardiaque. Et si vous avez des patients, des clients, des personnes qui vous consultent pour avoir votre aide, quel que soit votre type d'intervention, testez la respiration synchrone en début de rencontre. Et observez le résultat, c'est assez spectaculaire. Alors, si on a envie de se former, David, Alors, si on a si envie je de se former, t'appelle docteur cohérence cardiaque, c'est aussi parce que tu es vraiment la personne de référence pour les formations. Comment peut-on te rejoindre? alors, comment me rejoindre? Bien, déjà, on peut me rejoindre sur mon site internet, c'est cohérenceinfo.com et on est en train de modifier le site. Ça va devenir, mais les deux vont rester pendant un certain temps, cohérenceinfo en un seul mot, sans accent, .fr. Donc l'un ou l'autre renvoie, c'est la même chose pour l'instant parce qu'on est en train de basculer. Et puis ensuite, euh, je ne fais pratiquement plus de formation en présentiel. Je suis plus très jeune et ça demande beaucoup d'énergie. Et, et j'en ai gardé une en particulier, c'est formation en cohérence cardiaque chez Essentia. Et là aussi, on peut s'adresser à Essentia, où c'est parmi les deux seuls, 2 fois par an, où j'ai cette formation en présentiel. Et j'en ai une autre avec l'Institut de formation A3, où je vais 2 fois par an. Donc, je n'ai plus que 4 formations en présentiel par année. Par contre, j'ai une formation en ligne, c'est exactement le même programme. La formation de base qui comprend, bien sûr, j'explique comment on utilise un logiciel et la moitié d'entre vous, la moitié des personnes qui me regardent là, ne vont peut-être pas utiliser un logiciel en raison de la configuration de leur pratique. Une infirmière libérale à domicile, elle ne va jamais venir brancher les gens, c'est pas possible. Mais elles ont, dans la même formation, j'explique la cohérence cardiaque, les bases, la pratique personnelle, la pratique professionnelle si on n'a pas de logiciel, et c'est parfaitement possible d'utiliser, et puis la pratique professionnelle avec un logiciel. Et il n'est jamais question de ma part depuis plus de 25 ans que j'enseigne la cohérence cardiaque, que je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'acheter un logiciel avant de venir. Ça, c'est très important. La plupart des formations imposent un certain logiciel. Je n'ai jamais voulu faire ça, parce que peut-être ça ne va pas vous intéresser. Et puis, il y a plusieurs logiciels. Au cours de la formation, vous allez en découvrir au moins 3 qui est là-dedans. Il y a des petits détails, rien d'important, mais des petits détails. Si vous avez un PC ou un Mac, déjà, ça va changer. Donc, pour ne pas se tromper, n'achetez rien à l'avance. Et donc, nous avons sur le site cohérenceinfo.com, cohérenceinfo.fr, 2 formations de base en cohérence cardiaque. La formation Cohérence Pro, qui est la formation complète, pratique personnelle, pratique sans logiciel, pratique avec logiciel, et la formation Cohérence Conseil, qui n'inclut pas la formation avec logiciel. En présentiel, je fais les deux, parce qu'on ne va pas faire 2 formations, je fais les deux sur les 3 jours que dure la formation. Et donc, on a en ligne, on peut choisir cohérence conseil, c'est pratique personnelle, pratique professionnelle sans logiciel, avec bien entendu la possibilité plus tard d'avoir la troisième partie, la pratique avec logiciel. Et puis, nous avons des modules spécifiques. Et là, encore une fois, puisque j'ai arrêté les présentiels l'année dernière, j'ai plus de temps à me consacrer à l'édition de modules spécialisés ou spécifiques. Les modules que nous avons sont un peu anciens, puis après j'ai été pratiquement débordé
par le nombre de formations par année. Et j'habitais à Montréal à l'époque, donc c'était assez compliqué. Je n'habite plus à Montréal et j'ai arrêté les présentiels. Et les formations présentielles, c'est essentiel. Je les garderai le plus longtemps possible parce que c'est avec eux que j'ai commencé les formations, je crois, il y a 25 ans à peu près. Et donc, c'est ma famille et c'est vraiment historique et personnel. Je garde ces formations-là. Donc, Mais pour on a que des les gens formations. comprennent bien, Essentia, c'est l'Institut français de et- MDR, oui, hein. bien On peut sûr. trouver sur Vas-y. le site toutes les informations pour... Oui, et donc, on a des modules complémentaires, cohérence cardiaque et sommeil, cohérence cardiaque et enfant, cohérence cardiaque, faire une conférence, une présentation de cohérence cardiaque, cohérence cardiaque et stress. Et puis, je suis en train de tourner des modules spécifiques, cohérence cardiaque et EMDR. Nous l'avions fait avec David Servan-Schreiber les premières années. On avait, on avait inclus le module, euh, les ponts entre la cohérence cardiaque et le EMDR. Et puis après, c'était difficile à organiser parce que ça faisait soit des formations trop longues ou il y avait des personnes qui ne pratiquaient pas le EMDR. Donc, ça a été abandonné. Mais j'ai toujours le cours et je suis en train de le refilmer pour réserver exclusivement aux praticiens MDR en cours de formation ou formés, là, la cohérence cardiaque et le MDR. Où est-ce qu'on va appliquer la cohérence cardiaque? Et dans le même ordre d'idées, je prépare cohérence cardiaque et sophrologie, cohérence cardiaque et naturopathie, qui sont les deux professions les plus représentatives des personnes qui s'inscrivent chez nous, et puis une que j'ai fait pendant longtemps, que je vais reprendre, cohérence cardiaque et les professions psychiatre, psychologue, psychothérapeute. Parce que là, pour l'avoir fait pendant des années, c'est vraiment dans cette profession-là qu'on peut aller extrêmement loin dans l'accompagnement, surtout avec le logiciel, parce qu'on a vraiment du biofeedback en temps réel de la marque, de l'empreinte que donne une émotion et de ce qu'on arrive à faire dans cette évocation d'émotions, de souvenirs, d'images du passé, dans dans ces événements qui nous perturbent encore aujourd'hui, qui nous empêchent de dormir. On a un moyen extrêmement intéressant de travailler. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un tout petit sujet. Je vais appeler ça une niche. La formation, je ne pense pas qu'elle puisse durer plus de 3 jours. Je ne sais pas ce que je mettrai le quatrième jour. C'est simple, mais c'est quand même 3 jours ou 20 heures en ligne avec des quiz de validation. Euh, on est totalement équipé pour avoir une pratique professionnelle de la cohérence cardiaque. Juste un petit mot, tu as parlé d'un module spécifique pour les enfants. Est-ce que c'est très différent, la cohérence cardiaque avec les enfants et les adultes? La cohérence cardiaque chez l'enfant est très différente de la cohérence cardiaque chez l'adulte, et tu fais bien de le dire. Déjà, la physiologie est très différente. Avant la puberté, et je mets la limite de l'enfance à la puberté au niveau physiologique. Avant la puberté, il n'y a pas toute la lignée des hormones de la reproduction, des hormones sexuelles. Il n'y a pas œstrogène, progestérone et il n'y a pas testostérone, ou très peu. Et donc, avec l'arrivée de la puberté, il y a un grand chamboulement qui s'installe au moment de la puberté, au début de l'adolescence, parce que ça prend un certain temps. Et l'arrivée de ces hormones qui sont toutes très fortement, soit sympathiques dominants, testostérone, œstrogène, soit parasympathiques dominants, progestérone, et, et DHA qui est aussi multiplié après la puberté, eh bien, on a une modification totale, y compris de la fréquence de résonance, y compris de la façon de s'adapter. Pour être bref, parce que c'est quelque chose qu'on élabore sur plusieurs heures, pour être bref, un enfant avant la puberté, c'est-à-dire avant le collège en général, l'école maternelle, l'école primaire, a une très très grande amplitude de la variété cardiaque naturelle. Elle est maximum, juste au moment de la puberté, elle est maximum. Et au repos. Et si on voulait avoir la cohérence cardiaque optimale avant la puberté, il faudrait respirer 9 à 10 fois par minute. Il a une fréquence de résonance, pour les raisons que j'ai évoquées, plus élevée. Mais lorsqu'on met cet enfant en cohérence cardiaque en respirant à 9 par minute, le plus simple c'est de faire 10 par minute, c'est-à-dire on fait 3 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expiration.
Ça fait un cycle de 6 minutes, ça fait bien 10 par minute. On a une courbe de cohérence cardiaque, mais chez l'enfant, il n'y a pas d'augmentation d'amplitude, elle est déjà au maximum. Il est, avant la puberté, un enfant sans pathologie, c'est-à-dire pas de pathologie chronique, une amplitude maximale naturelle. Donc, la mise en place d'une pratique de petit 3-6-5 n'apporte rien au niveau bénéfice, à part le recentrage, à part la respiration synchrone, à part de faire de simples équilibrage de recentrage, des petites sessions de retour au centre qui va être instantané sans chercher un bénéfice plus long. C'est pour ça que dans les écoles, dans le livre Cohérence Kid que j'ai publié pour parler de la cohérence cardiaque chez l'adulte, cohérence cardiaque chez l'enfant, pardon, cohérence cardiaque chez l'adulte, le livre 365, il fait une centaine de pages. Le livre Cohérence Kid pour les enfants fait 300 pages, tellement c'est riche. Et donc, on fait presque de la respiration guidée, de la respiration synchrone ou guidée. Je veux dire, guidée, c'est que quelqu'un guide. Synchrone, c'est qu'il respire aussi en même temps. Et donc, on ne peut pas faire une respiration guidée sans que ce soit synchrone en général. Et donc, chez l'enfant, c'est très différent. Et chez l'enfant, on va mettre en place une connaissance, une pratique de la cohérence cardiaque. L'idéal, c'est à l'école. Nous avons mis en place en 2017 et 2018 une très grande étude avec 3000 enfants qui ont été enrôlés dans cette étude sous l'égide de l'éducation nationale et pour voir l'effet en classe sur le climat scolaire, le climat de classe, a largement amélioré le climat de classe et les mesures mesurables ont été faites dans 2 départements, à l'île de la Réunion et dans la Vienne Sud, près de Poitiers, ont été faites avec des mesures validées par l'éducation nationale, que ce soit des mesures de volume sonore, des temps de reprise du travail et des évaluations par des questionnaires valides. Donc, à montrer euh, le grand avantage de respirer plusieurs fois par jour en classe, en respiration guidée ou en respiration synchrone, à des séances plus courtes. On ne cherche pas l'augmentation de l'amplitude, on cherche juste à la synchronisation cardio-respiratoire. Un grand effet. Donc, c'est mettre en place l'habitude de pratiquer la cohérence cardiaque et après mettre en place une pratique régulière. Par contre, chez les enfants qui ont une pathologie, toute pathologie chronique mérite la mise en place d'une pratique régulière de cohérence cardiaque parce qu'il a une pathologie, donc son amplitude est plus basse que celle qu'il devrait avoir. Donc on peut gagner quelque chose. Et là, la pathologie où c'est le plus visible, bien sûr, c'est le stress, l'hyperactivité, avec ou sans déficit d'attention. C'est là où il y a des publications qui montrent l'impact et l'utilité de mettre en place une pratique régulière de cohérence cardiaque chez ces enfants. Il y a pathologie, donc il y a une amplitude moins importante. Lorsqu'on les enregistre, ils sont bloqués en zone stress et en zone hyperactivité, déficit d'attention, parce qu'il y a moins d'ondes alpha. Et la pratique de la cohérence cardiaque, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, augmente la fréquence des ondes alpha, le nombre d'ondes alpha présentes. Les ondes alpha sont favorables à la mémorisation, l'apprentissage, certains replis, les décisions plus raisonnées, certains l'état euh, de calme réfléchi, et c'est des fréquences basses cérébrales basses, mais ce n'est pas du sommeil, c'est juste avant. C'est une zone idéale pour la réflexion, la mémorisation et l'apprentissage. Ils sont des Donc chez ondes de l'enfant, jour. c'est différent. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Eh bien, j'ai trouvé cet entretien extrêmement riche. C'est vraiment un tout grand merci, David. Ouais. Alors, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Juste après, il faut savoir l'expliquer, quoi. Donc, c'est vrai, je vous encourage à vous former parce qu'on passe des bons moments et puis on part outillé. La cohérence cardiaque n'est pas une méthode, pas une pratique. Je ne conseille à personne de devenir cohérence cardiacologue. Vous allez vous ennuyer à mourir. Par contre, vous avez une trousse à outils. Et mettre la cohérence cardiaque dans cette trousse à outils, c'est toujours bien. Il n'y a pas d'artisan du tournevis, spécialité du tournevis, ça n'existe pas. Mais tous les artisans ont un tournevis dans leur trousse à outils. C'est la même chose. Il n'y a pas d'artisan de la cohérence cardiaque, mais il y a des artisans de la santé qui ont un grand intérêt à avoir un tournevis dans leur trousse. Alors, il y a des tournevis manuels qui marchent, puis il y a des tournevis électriques. Ben, on a la cohérence cardiaque simple, interactive, de guidage respiratoire. Et puis, on a une cohérence cardiaque électrique où on branche les ordinateurs ensuite. Donc, on a la même chose que pour les tournevis.
Donc voilà. Bien, j'espère que tu seras entendu et que beaucoup de personnes auront envie de suivre cette formation et aussi de lire tes ouvrages. Donc, on va évidemment mettre dans la vidéo et aussi dans la vignette de présentation ton site où on peut te rejoindre et voir aussi ta bibliographie. Un D'accord. grand merci Ben, encore. c'est moi qui te remercie, puis j'aime toujours parler de ce sujet, d'accord, cardiaque, de toute façon. Allez, merci Evelyne, à très bientôt et au revoir à vous. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et à faire connaître la chaîne Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures.